Bonjour. Tout d'abord, à titre de remerciement, je vais être très bref parce que tout simplement mes prédécesseurs, confrères avocats marocains et étrangers, ont fait en long et en large les remerciements. Donc moi, très brièvement, merci pour le staff, merci pour les officiels, merci pour le barreau de Tanger, merci pour le Conseil national des barreaux qui était là, merci pour le président de l'UA, merci aussi pour le président honoraire qui est M. Chatter, que je rencontre toujours à tous les congrès et est toujours présent. Merci Ahmed Genoun et tous ses collaborateurs, prénoms dont je ne connais pas les noms et les prénoms. Alors, mon intervention porte sur le rôle de l'avocat au niveau pénal et au niveau de la déontologie, en droit français. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas ici pour faire un cours de droit pénal. Je suis ici pour attirer votre attention sur des points précis concernant la déontologie et le droit pénal. En droit français, vous avez un article. C'est l'article 624.1 du Code pénal jusqu'à 624.9 du Code pénal. Et cet article est très intéressant parce qu'il a deux approches. Une première approche d'un crime ou d'un délit qui lui a permis de récupérer des fonds directs ou indirectement. Justification frauduleuse, des malheurs frauduleuses. Ça, c'est très important. Je vais donner un exemple très concret. Une personne physique qui a détourné, qui a volé du matériel informatique, toute une garnison de matériel informatique, et il va faire intervenir une tierce personne, une autre personne, pour lui demander de justifier cette vente, cette revente. Par quoi? Par des fausses factures, par des factures fictives ou par des attestations mensongères. Voilà. Ça, c'est la première approche. Et vous avez aussi une deuxième approche, un peu plus compliqué, qui est une opération de placement. Placement, c'est-à-dire que la personne va récupérer des fonds illicites, elle va les placer. Puis ensuite, dans une deuxième étape, la dissimulation par des artifices, des montages financiers ou fiscaux. Et en troisième point, qu'on appelle ça effectivement la conversion. C'est-à-dire que l'argent qui est sale, on va le faire passer d'une manière licite. Voilà les deux approches, il n'y en a pas. Alors, je suis allé voir un peu le code marocain. Et j'ai vu qu'il y a un article 460, je crois, j'ai noté ça quelque part, 474.1, qui reprend les mêmes dispositions. Vous savez, le droit français, le droit marocain, je parle pour le droit civil ou le droit pénal, on reprend les textes français. Par exemple, dans l'abus de confiance, j'ai eu des affaires à Marrakech pour abus de confiance de contrefaçon. J'ai vu que c'était le même article, pas le numéro, mais le même libellé pour l'abus de confiance. Ici, on prend les mêmes dispositions. Donc, au niveau pénal, vous avez des éléments. Et bien entendu, vous avez le code monétaire et financier. Alors, hier, j'ai des confrères qui ont fait des rappels, de manière approfondie, aux règles au niveau du droit européen, au niveau de l'international. Bon, je ne vais pas venir sur ces règles parce que on vous a abreuvé de directives et ce n'est pas dans une séance d'un quart d'heure ou 20 minutes que vous allez comprendre. Même moi, personnellement, quand je lis une directive, il faut que je l'analyse et ça me prend beaucoup de temps. Alors, au niveau pénal, que se passe-t-il? Vous avez des éléments concernant ces deux points. Alors, pour les avocats, vous avez deux points qui sont extrêmement importants. C'est un, la déclaration de soupçon, et deux, la vigilance. Donc, il faut être vigilant sur ces deux points. La déclaration de soupçon, qui a fait couler beaucoup d'encre avec toute une jurisprudence là-dessus, parce que la déclaration de soupçon n'était pas compatible avec le secret professionnel. Et en France, il y a eu toute une jurisprudence, on a dit, écoutez, la jurisprudence de la Cour cassationnelle dit, le secret professionnel, la déclaration de soupçon, ce n'est pas incompatible, et vous pouvez faire la déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Vous connaissez très bien Tracfin, ce traitement des renseignements des circuits financiers. Eh bien non. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2012, a dit, écoutez, effectivement, il n'y a pas, c'est pas être compatible, mais attention, la déclaration de soupçon, vous devez la faire à votre bâtonnier. Alors mais non, moi, je ne suis pas d'accord, je suis désolé. C'est l'une de mes libertés individuelles, c'est mon avis personnel. Je reçois un client, si j'ai fait une déclaration de soupçon, je ne la fais pas à personne, parce que c'est entre mon client et moi. Je n'ai pas à la faire. Le bâtonnier, d'accord, que je respecte, est un avocat moi qui t'a élu, mais il ne connaît pas plus que moi le dossier.
Donc, voilà ce qu'on nous dit. Vous devez la faire. Comme la CARPA, vous êtes obligé de faire une déclaration de soupçon à votre instance supérieure. Cette déclaration de soupçon, donc, est faite. Chacun dispose, c'est possible de les faire, mais moi, personnellement, cette déclaration, donc, quand je reçois un client, j'examine très bien ce qu'il a. Le client, vous savez, vous travaillez avec lui, vous savez ce qu'il vous donne. Donc, cette déclaration de soupçon, voilà. Et ça entache le secret professionnel. Le secret professionnel doit être absolu, intangible. Ça, c'est très clair. Alors, nous avons des règles à respecter au niveau du code de déontologie. Je parle en droit français. Et le code de déontologie en droit français, il est très récent puisqu'il a été voté là le 30 juin par un décret. Pas voté, non, il a été par un 30 juin, il a été publié au journal officiel du 2 juillet. Mais ce code de déontologie vous donne des règles de base. Hein, on dit voilà, la licéité, etc. Mais il faut aller vers la jurisprudence. Et vous avez des points très importants, c'est les problèmes de vigilance pour un avocat. Vous devez, quand vous recevez un client, effectivement, faire très attention quand vous le recevez. Vous recevez, moi j'ai reçu des personnes physiques. Personnes physiques, bon, soit ils m'ont examiné par Internet, soit ils m'ont été envoyés par... Je ne demande pas la pièce d'identité, sauf cas exceptionnel. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. En revanche, quand vous avez une société, un dirigeant, il faut sortir un cabis. Et vous sortez un cabis, et vous allez sur Infogreffe en France, vous sortez tout l'historique. Vous avez les statuts, etc. Moi, j'ai reçu un client qui m'a dit que je suis le gérant. J'ai pas eu la possibilité de sortir un cabis tout de suite. Puis après coup, j'ai sorti un cabis, je l'ai rappelé, je dis, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas le gérant. Il me dit, oui, mais je suis gérant de fait. Oui, attendez, c'est bien beau, mais moi, je suis pas ici pour examiner si vous êtes gérant de fait ou pas. Moi, vous n'êtes pas gérant de droit, donc vous venez avec le gérant, puis on en discute. Vous allez faire très attention. Alors, on vous donne des règles précises de vigilance, parce que vous avez la vigilance normale, vous avez un client occasionnel, vous avez un client occasionnel, vous avez la vigilance allégée et la vigilance qui est aggravée. Alors, dans la vigilance, on vous donne des éléments précis qui est prévu dans le code monétaire financier. On vous dit, ben, voilà ce que vous devez faire. Vous avez une cartographie, vous devez donner un client. Mais moi, quand je reçois un client, je prends des notes systématiquement et j'examine. Je vois, vous sentez le client si effectivement il a fait des éléments qui sont en dehors de la légalité. Alors, dans ces préventions-là, vous avez des affaires qui ont défrayé la chronique. Défrayé la chronique. Et vous avez écouté, vous avez entendu parler de l'affaire Panama Papers. Panama Papers qui a eu, ils ont pu récolter par un consortium de journalistes près de 100 millions de documents sur Panama. Et ils ont constaté qu'il y avait des hommes politiques, des journalistes, il y avait des sportifs dans cette affaire-là. Et Panama Papers, actuellement, il y a un gros cabinet que je ne citerai pas, mais qui a fait l'objet, actuellement, de réquisition du ministère public, très, très important. Et le ministère public a demandé 12 ans de prison, qui est la peine maximale, je dis bien la peine maximum au Panama. Ce cabinet a fermé ses portes, mais c'est une affaire qui a défrayé la chronique. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, vous trouvez cette affaire. Vous avez aussi d'autres affaires qui sont très importantes. C'est l'affaire du journaliste qui s'est fait assassiner dans le consulat d'Arabie Saoudite, que vous connaissez tous, Khashoggi. Hein? Bon, eh ben, c'est un avocat américain qui, lui, a été poursuivi et a été aussi condamné pour blanchiment. Vous avez une affaire qui est très importante, c'est l'affaire Doriegas. Et cette affaire, c'est un narcotrafiquant qui a été condamné en France à 22 ans de réclusion de prison. Et il est passé une seconde fois devant le tribunal et il a versé au débat, il a donné à ses avocats une décision, une ordonnance d'une juridiction espagnole. Et les deux ténors du barreau ont versé cette ordonnance devant la cour d'assises. Ils l'ont versé sans vérifier. Ah, alors, qu'a fait le président de la cour d'assises? Il a écrit à la juridiction espagnole. Et là, il a dit voilà. Et la juridiction a dit non, c'est un faux. Ce n'est pas un vrai. Alors, ce narcotrafiquant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, y compris avec ses avocats. Ce narcotrafiquant, il a été renvoyé pour escroquerie au jugement, et ses avocats pour complicité à escroquerie au jugement. Une décision a été rendue il y a quelques mois,
Elle a relaxé les deux ténors du barreau. Elle leur dit, mais attention, c'est bien beau, mais vous avez manqué de professionnalisme et vous n'avez pas été vigilant. Donc, ils ont eu une amende de 15 000 € et une interdiction d'activité pendant 3 ans. Or, un exemple concret, quand vous recevez des documents, surtout des décisions d'étrangers, vous devez vérifier. J'ai eu le cas d'une succession en Espagne. Et j'avais procédé à une saisie de biens immobiliers en France. Et j'avais besoin de certaines condamnations en Espagne. Eh ben, j'ai demandé à un confrère espagnol, voilà quoi, sert l'UIA, c'est les contacts. J'ai demandé à un confrère espagnol de me donner les originaux. Il me dit, ah oui, mais en Espagne, hein, c'est une signature électronique. Je dis, non, moi, il me faut les décisions. Hein, je prendrai le temps nécessaire, je veux avoir les originaux. Je les ai versés. Dans le cas précédent, d'un narcotrafiquant, les confrères n'ont pas vérifié. Ils ont versé une débat, tout ça pour disculper. Voilà un exemple de vigilance que vous devez faire. Vous avez aussi d'autres affaires qui ont défrayé la chronique. C'est l'affaire Wittgenstein, le célèbre marchand de tableaux. Ah, cette affaire-là. Et que s'est-il passé? Il a été poursuivi par le fisc. Et vous savez que le fisc, en France, quand vous ne dépassez pas 100 000 €, le fisc ne dépose pas plainte. Parce qu'avant, on saisissait la commission d'infraction fiscale. Maintenant, dès que ça dépasse 100 000, on saisit directement le procureur. Et puis, ce Wittgenstein de la succession a été donc traduit devant le tribunal correctionnel. Relax en première instance, relax devant la cour d'appel, hop, cassation qui casse, qui renvoie devant le tribunal, dans la cour, et qui condamne. Mais il y avait un confrère qui était un ancien inspecteur des impôts. Et vous savez qu'avant, en ancien inspecteur des impôts, on pouvait être conseil juridique fiscal de droit, automatiquement. Et avec la fusion des conseils juridiques fiscaux et des avocats, il y a eu un avocat. Il a été poursuivi pour blanchiment dans l'affaire Wittgenstein. Et il a été condamné. Oui. Mais comment on a pu récupérer ces noms? Ces noms ont été récupérés comment? Par l'affaire Falciani. Vous êtes au courant de cette affaire Falciani? Falciani, c'est un informaticien qui, tout simplement, a volé les fichiers d'une banque HSBC à Genève et les a donnés à l'administration fiscale. Alors, l'administration fiscale ne pouvait pas l'utiliser parce que si elle l'utilisait, elle était considérée comme recel. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a présenté une requête au tribunal à Nice et c'est le procureur Aigues-de Montgolfier qui, lui, s'est présenté dans le sud de la France pour aller récupérer les fichiers de cette personne. C'était cousu de fil blanc parce qu'il savait très bien où le récupérer. Alors, ces documents. Et puis, à l'époque, le ministère, Éric Werth, qui était ministère du budget, dit, ah, écoutez, voilà, moi, j'ai une liste de 3000 noms. C'est pas 3000 noms, il y avait au moins 120 000 noms. Et puis, il y avait des journalistes, que ce soit Mediapart, parce que des journalistes en Suisse, ils ont dit, mais ces documents ont été falsifiés, etc. C'est pas les vrais noms. Et une enquête, puis ils ont dit, ben oui, ben, il y avait des doublons, il y avait certes des doublons ou pas, mais qu'importe, vous devez déclarer. Donc, ça c'est un cas concret où vous avez des avocats qui étaient dans cette liste et qui ont fait du blanchiment. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur toutes ces affaires. Moi, j'ai reçu un jour un inspecteur des clients qui était dans l'affaire HSBC. Ils m'ont dit, voilà, je leur ai dit, bah, écoutez, donnez-moi le numéro de l'inspecteur, je vais écrire. Et l'inspecteur est venu me voir, et puis il m'a dit, bah, écoutez, voilà, votre client, ça. Je lui ai dit, mais non, mais c'est bien beau, monsieur, mais vous vous rendez compte ce que vous me demandez? Comment l'administration a eu ces documents? Elle les a volés, ces documents. Vous vouliez que moi, j'assiste mon client, et je vous donne les éléments de mon client parce que sur un vol? Je lui ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a un arrêt du Conseil d'État, il y a 1 an, qui a dit qu'on pouvait utiliser les documents volés, on peut les utiliser, pour les verser au débat, en fiscal. 1 an après, impressionnant, le même Conseil d'État rend une décision, il dit, ben non, ces documents, on ne peut pas les utiliser, ils ne sont pas volés. Alors, il y avait une jurisprudence au civil qui dit qu'on ne peut pas utiliser les documents volés, commercial, on ne peut pas l'utiliser, mais en droit pénal, c'est toutes sortes de preuves. Malgré cela, il y a des juridictions pénales qui ont dit qu'on ne peut pas, c'est tout à fait normal. Comment peut-on voler les documents et après les verser au débat? Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, pour en terminer, mon exposé a été succinct, je termine. 1 minute. Je termine justement, et c'est la minute. C'est que, mes confrères, vous faites très attention avec vos clients. Vous avez des déclarations de soupçons, mais c'est à vous d'agir en votre âme et conscience. En France, on doit passer par le bâtonnier. Moi, je ne passe pas par le bâtonnier. C'est l'une de mes libertés individuelles. Et deuxième point, vous avez aussi les vigilances. Vous les avez, les éléments de vigilance, dans n'importe quel document, par Internet,
le code monétaire financier, en vous donnant des éléments précis sur la vigilance d'un avocat. Il faut faire très attention à la tentation. Voilà, je vous remercie et je vous dis au revoir. شكرا أستاذ نايسي وشكرا